Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On est aujourd'hui dans mon endroit préféré, les aires de jeu. Et aujourd'hui, on est à Neufgrange. Et on reste dans le jeu puisqu'on parle de carnaval. Et le carnaval, c'est pas encore pour tout de suite, mais ça ne nous empêche pas de rire avec cette blague de Martine. Da war auch ein Ehepaar, die sollen ausgehen auf der Balla Balla, gell? Und an den letzten Moment war es ihr gar nicht gut. Dann hat sie gesagt, ich bleib daheim, geh du allein, zieh dich in ein Kostüm und geh, amüsier dich mit Freunden. Ich geh ins Bett. Ja, die haben es so gemacht, gell? Aber eine Stunde noch ist es ihr wieder besser gegangen. Dann hat sie gesagt, jetzt geh ich doch auf der Balla Balla. Ich geh mal denen verwitschen, gell, was der macht ohne mich. Und dann geht sie, aber ich sehe nicht ein Kostüm an, wo der will kennen, gell? Ich sehe ganz andere an. Und dann geht sie, gell? Und dann sitzen sie, tanzt da mit so anderen, und dann geht sie auch zu ihm, gell? Und lädt ihn in. Und dann fängt sie an zu schmusen und so, gell? Und dann gehen sie so in die Ecke und dann verschmutzen sie sich und heim. Sie schon schmusen, als so wieder, gell? Und aber dann geht sie doch heim, gell? Und er war noch nicht da. Ich war einmal kommt er heim, dann sagt sie, und was schön, hast du dich gut amüsiert? Redet man nicht, ich war gar nicht. Es war nichts los, wo wir angekommen sind. Dann sind wir fair gewesen, wir haben gesagt, wir gehen Karte spielen. Aber es war einer dabei, der hat kein Kostüm gehabt, noch nicht ihm gelehnt, die Mina. Ja, und der hat mich vorher angerufen, gell? Und hat mir mehr als gesagt, wenn ja ich auf eins gefallen, das war ein warmes. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain vendredi, un temps gris et faiblement pluvieux prévaut en matinée. L'après-midi, les pluies se raréfient et cessent, mais les nuages font de la résistance. Et il faut attendre la nuit suivante pour voir le ciel s'éclaircir. Les températures partent de 15 à 18 degrés le matin, l'après-midi, elles culminent entre 22 et 25 degrés. Demain vendredi 28 août, nous fêterons les Augustes. Le soleil nous accompagnera de 6h39 à 20h19. Excellente journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Aujourd'hui, nous allons faire des découvertes avec Tendance. Les coulisses de la salle de l'hôtel de ville, du cinéma ou encore des musées à voir ou à revoir, on a visité ça pour vous. C'est la caractéristique principale de cette salle, c'est qu'elle est polyvalente. En fait, moi je préfère le terme de configurable. Qui dit salle de spectacle, dit personnel, c'est les concierges qui sont là. Dès que la salle est utilisée, on a une femme de ménage qui s'occupe de nettoyer tous les locaux. Après, il y a tout un personnel technicien. Là, on se trouve sur le plateau du théâtre, où il y a les coulisses de chaque côté pour jardin. Mais dans un théâtre, le plus important, c'est ce qui se passe au grill, c'est-à-dire au-dessus de notre tête. Dans un théâtre, ce qu'il y a, c'est les perches et les cintres. C'est là où on charge tout ce qui est décor et lumière pour ne pas avoir d'accident. Si on met 100 kg de projecteur sur la perche, il faut que je mette 100 kg de pain, de poids ici. Après, il y a l'histoire pour brancher les projecteurs à Sarreguemines, ça se fait en passerelle. C'est-à-dire dans des multis, où après l'éclairage ici me dit le 2, tu le mets avec le 3 ou le 4. Donc là, on est dans le local technique. C'est là que sont stockés les haut-parleurs, les projecteurs. Les projecteurs de théâtre classique, il n'y a pas d'automatique ici. Par exemple, à part. C'est un projecteur basique qu'on utilise beaucoup. Soit on l'accroche au-dessus de la scène, soit ça joue sur un pied, comme ça, voilà. Avec une petite couleur devant. Et pour piloter tout ça, on a les régies en haut qu'on peut aller voir. La régie lumière. Donc là, en fait, la programmation et les réglages ont été faits hier. Donc elle est prête à servir. Les différents projecteurs ont été regroupés
sur une série de faders. Une salle comme ça, de spectacles vivants, de manifestations, c'est évidemment beaucoup d'heures de travail, pas toujours aux mêmes horaires que les autres gens, voilà, souvent en soirée, souvent le week-end. C'est vraiment une pièce du patrimoine faïencier sarreguemines, comme l'est le four, comme l'est le moulin de la Blise, comme la cité, mais vraiment là c'est un écrin tout à fait particulier, ce jardin d'hiver. Paul de Geiger a été directeur de la faïencerie de Sarreguemines de 1871 à 1913. Et donc dans le prolongement de ses appartements, rue Poincaré, donc en 1880, il fait construire ce jardin d'hiver, entièrement réalisé en faïence de Sarreguemines, en particulier en majolique. Donc une faïence fine avec des glaçures colorées. Dans ce jardin, on y voit la fontaine monumentale, donc qui est datée, 1880, et également toute une série de panneaux céramiques, donc qui étaient très en vogue aussi à l'époque. Donc certains représentent des paysages de Sarreguemines, des vues de Sarreguemines. Il y a également 2 allégories, dont l'allégorie du feu que l'on voit derrière moi, l'allégorie de la terre. On a des photos de 1892 de ce jardin d'hiver et on remarque que le mobilier était relativement simple. Et les invités qui venaient en hiver ou en été, enfin tout au long de l'année, chez Paul de Geiger, les grands acheteurs, voilà, d'autres directeurs de faïencerie, de manufacture, donc ils pouvaient montrer son savoir-faire. Le cinéma, avant tout, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de communion en salle. Quand toute une salle ressent la même émotion, c'est palpable quand on rentre dans une salle et c'est ce qui fait un peu la beauté de notre métier. L'établissement compte 8 salles pour un total de 1380 fauteuils. Bon an, mal an, on n'est pas loin d'exposer entre 250 à 300 films par an, ce qui également en moyenne draine autour de 220 à 240 000 spectateurs par an. Alors quand on prend effectivement le bassin de vie de Sarreguemines, un établissement de 8 salles est plutôt un gros établissement pour ce type de ville moyenne. Je dis souvent qu'il y a quasiment 150 à 200 films qui se mettent automatiquement en place, tout simplement pour faire vivre économiquement notre établissement. Mais pour les films où nous avons des choix, naturellement que j'agis prioritairement en fonction de la qualité du film. Et c'est là qu'intervient un peu notre patte au niveau de la programmation. Il faut dire que dans un premier temps, le cinéma reste avant tout une distraction. Mais au fur et à mesure qu'on y prend goût, je pense qu'il y a une certaine éducation du public et à partir de là, on vient également chercher autre chose, c'est-à-dire un lieu de réflexion de temps en temps avec un débat à la clé ou alors explorer un thème, le point de vue d'un réalisateur sur un thème précis. Je pense que ça participe naturellement à la culture générale de tout un chacun. Notre but, c'est surtout de ramasser des souvenirs. Pas seulement des souvenirs, nous sommes des chasseurs de mémoire. C'est comme un poisson qui nage à contre-courant. Nous allons vers l'histoire, nous allons très loin en arrière, et plus vous allez loin, plus c'est difficile de claner, de trouver des documents, parce qu'on va à contre-courant de l'histoire. Et c'est un peu le but noble de ce qu'on appelle notre musée. La commune met à notre disposition cette belle maison, cette belle salle. Toute la maison, elle est à nous. Et tout ce qui est ici, ce sont les gens qui nous l'ont donné. Régulièrement, les lundis, il y a des gens qui nous téléphonent. J'ai vu l'autre fois un coup de fil d'un monsieur qui venait de Célestat, qui était militaire à Sarralbe en 1939 pendant la guerre. Il avait un tas de souvenirs. Au lieu de les jeter, il voulait les mettre en lieu sûr, les sauvegarder. Et bien, il est venu pour nous les apporter.
Nous ne voudrions pas que se perde tout ce que nos pères ont fait avant nous, tout ce qu'ils ont ramassé. Ils ont laissé leur vie pour nous, pour que nous ayons une vie meilleure. Et on essaie de garder, de sauvegarder tout ce qu'on peut sauvegarder et d'intéresser les gens à ces souvenirs, à la vie d'autrefois, voilà, pour que cela ne se perde pas. Et après ces quelques visites, faisons un petit tour dans les rues de Sarreguemines. Les plaques des rues évoquent parfois d'illustres personnages que les passants ignorent. Si la rue de la Chapelle à Sarreguemines est aujourd'hui une jolie rue commerçante du centre-ville, son nom, lui, nous renvoie à l'histoire des lieux de culte de ce côté de la Sarre. Avant l'édification de l'église Saint-Nicolas, il y avait 3 chapelles pour les fidèles de l'agglomération. La chapelle de la Sainte-Croix se trouvait à l'extérieur des murailles de la ville. On la situe habituellement aux environs de l'actuel carrefour de la rue de la Chapelle et de la rue Sainte-Croix. Est-ce parce qu'ils sont nés ici, au 17 de l'ancienne Kasernenstraße, que les frères Kremer ont épousé tous les deux la carrière militaire ? L'aîné, Camille, est nommé général de division auxiliaire au cours de la guerre de 1870. Mais malgré ses états de service, à la fin de la guerre, on le réintègre en tant que capitaine. Une dégradation qui le pousse à démissionner de l'armée. Il meurt en 1876 à seulement 36 ans. Henri, lui, était capitaine et aide de camp de son frère en 1871. Il gravit tous les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'à devenir général de division en 1907. La rue de la Caserne, où ils ont grandi, porte aujourd'hui leur nom. La place qui accueille le monument aux morts de Sarreguemines ne tient pas son nom du hasard. Le général Sibyl est né à Sarreguemines en 1853. Si ses parents parlaient allemand entre eux, ils ont surtout appris le français à leur fils et leur attachement à la France. Ce n'est donc pas étonnant de le voir en 1870, à 17 ans, rejoindre l'armée française en passant par la Belgique. À la mobilisation de 1914, il est général de la 64e brigade à Albi. Tué à l'ennemi le 27 septembre 1914 entre Beaumont et Seicheprey, il est enterré en Lorraine et Sarreguemines a gardé le souvenir de l'enfant du pays dans une place dédiée à la mémoire. C'est une rue comme une autre du centre-ville de Sarreguemines, cependant la rue d'Or n'est pas tout à fait comme les autres. Une légende raconte que son nom vient du fait que l'on aurait trouvé de l'or dans la Sarre à 2 pas de là. En réalité, cela vient de ses premiers habitants, des notables de la ville, dirigeants des faïenceries, et leurs familles ont construit cette enfilade de belles demeures avec porche, cour et orangerie. Et pour les petites gens de la ville, ces gens roulaient tout simplement sur l'or. Il était une fois une bande de brigands venus des bords de la Sarre. Ils entrèrent dans la ville par cette petite rue dans le but de piller l'église. Leur méfait accompli, ils sont repartis par le même chemin. Pour ne pas faire de bruit, ils ont retiré leurs bottes, mais ont oublié que par ici, c'était le domaine des grenouilles. Et que les grenouilles, ça glisse. Le vacarme de leur chute a réveillé les citadins et les brigands furent appréhendés. C'est de là que vient l'ancien nom de cette rue, la rue des Grenouilles. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. En France, on prête volontiers l'invention du cinéma aux frères Lumière ou encore à Thomas Edison aux États-Unis. Pourtant, avant eux, un autre inventeur a mis au point une machine permettant de projeter des images animées. Il s'agit de Louis le Prince, mystérieusement disparu quelques jours avant de présenter son invention
à New York. Jack Fend nous présente son long travail de recherche sur la vie de Louis le Prince, né en 1841 à Metz et qui se présente aujourd'hui comme le véritable pionnier du 7e art. Figure bien connue des Sarregueminois, Jacques Fend a exercé comme dessinateur dans les entreprises Ditch avant de rejoindre les services techniques et urbanisme de la ville de Sarreguemines. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière cette façade se cache un bouillonnant personnage, passionné de cinéma et de généalogie. Une passion qui le mènera à travers le monde à la source des origines et à la rencontre de grands noms du cinéma et de la littérature. Ses recherches sur Louis le Prince lui ont valu d'être contacté par le producteur et comédien David Wilkinson de Leeds et de figurer dans le documentaire réalisé sur l'inventeur, The First Film. Jacques Fend poursuit également divers travaux de recherche sur sa ville de Sarreguemines. Bonjour à tous. Qui est Louis-Aimé Augustin le Prince ? Ce nom serait probablement tombé dans l'oubli sans le zèle de certains passionnés du cinéma qui voient en lui le véritable père du 7e art. Louis le Prince est né à Metz en 1841. En 1866, il arrive à Leeds en Angleterre. C'est un artiste confirmé avec une solide formation scientifique et un photographe passionné. Il imagine et invente un appareil qui va révolutionner le monde de l'image et poser les fondements du cinéma. À quelques jours de révéler sa découverte à New York par une première projection, il disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Suicide, meurtre, disparition orchestrée, jusqu'à ce jour l'énigme reste entière. Jacques Fend mène depuis des années des recherches sur la vie et la mystérieuse disparition de Louis-Aimé Augustin le Prince. Bonjour Jacques. Bonjour Marianne. Finalement, qu'est-ce qu'il a inventé, Louis le Prince ? Il a inventé quelque chose qui n'existait pas. Donc quelque chose de nouveau. Il faut se replacer à l'époque où ça se passe. On est en 1885. À cette époque, la photo a beaucoup évolué. C'est quelque chose qui est omniprésent partout. Hein. L'image existe. Mais ces images sont fixes, ce qui est normal pour l'époque. Il y a toujours des personnes à travers différentes époques qui ont essayé de donner vie à l'image, mais sans succès. À l'époque, des personnes comme le Prince, un jour, lui est venue cette idée, c'est de recréer la vie, c'est-à-dire de pouvoir donner, de pouvoir montrer sur un écran des personnes disparues qui parlent à leurs enfants. C'est du dessin animé, c'est une succession de photos qui donne cette illusion du mouvement ? On pouvait déjà le faire avec du dessin animé d'une manière quand même assez approximative, mais quand même très très bien. Mais là, c'est de la photo qui bouge. Donc on peut vraiment dire que Louis le Prince est le père du cinéma, et le pionnier du cinéma. On peut dire que c'est le premier pionnier du cinéma, parce que, on ne le savait pas il y a quelques années, et c'est que maintenant, en continuant à creuser le sujet, qu'on s'en aperçoit. La date de naissance du cinéma était 1895. En France, les gens se plaisaient à croire que ça pourrait être les frères Lumière. Effectivement, ce qu'ils ont montré en 1895 était quand même très innovant, parce que la phase avant les frères Lumière, ce sont quand même des personnes qui font de l'expérimental. Ce sont les premiers qui ont l'idée, ce sont les premiers qui font des essais, mais c'est quand même, en qualité, c'est expérimental. Et la pellicule n'est pas non plus ce qu'elle est devenue par la suite. La pellicule n'est pas ce qu'elle est. D'ailleurs, même les frères Lumière n'ont pas pu avancer beaucoup plus vite avec leurs recherches, puisque eux-mêmes étaient fabricants de pellicules photo. Mais la pellicule dont on devait faire des bobines souples, exposées, qu'on passe dans les bains, etc. La pellicule de cinéma, tout le monde connaît, ça n'existait pas. Et donc, John C. Carbutt, aux États-Unis, invente cette pellicule en 1887. Donc, avant 1887, déjà, il était venu à personne dans l'esprit de faire ce genre de recherche. Et c'est à cette époque-là que des choses deviennent possibles. Parce que le cinéma, c'est quand même l'assemblage de plusieurs éléments. S'il manque un de ces éléments, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas.
Alors vous, Jacques, vous avez collecté une foultitude de documents sur Louis le Prince. Et quels renseignements apportent-ils? Les documents sont très divers parce que vous savez que Louis le Prince, c'est un Français qui est né à Metz par les hasards de l'histoire, parce que son père était officier d'artillerie à Metz. Et les hasards de sa vie vont le faire rencontrer une fille qui est une Anglaise, d'une famille d'industriels qui habite à Leeds, dans le nord de la Grande-Bretagne. Il a de grandes affinités avec ces gens, les beaux-parents l'aiment beaucoup, il est très accepté dans cette famille. Et donc, il y a des documents de sources françaises, il y a ses études qu'il a fait en Allemagne également, ensuite nous avons des documents anglais, et un jour le prince a le rêve américain, comme beaucoup de monde, et il y a des sources américaines. Alors où on en est aujourd'hui avec cette affaire Le Prince? Est-ce qu'on en sait davantage qu'à l'époque? Est-ce qu'on avance dans la résolution de cette énigme? C'est un domaine dans lequel on a beaucoup avancé parce qu'on pouvait écrire peu de choses sur Le Prince il y a 50 ans, on pouvait en écrire un peu plus il y a 30 ans, et chaque jour nous amène des surprises et des documents nouveaux, parce qu'il y a aussi des rencontres nouvelles. Ainsi, par exemple, moi je suis en contact avec les descendants de Le Prince qui habitent à Memphis, au Tennessee, aux États-Unis. Donc j'ai de leur part les papiers, des papiers de leur enfance, les photos et tout. Mais leur arrière-grand-mère, Madame Le Prince, a laissé des archives personnelles, des mémoires et tout. Et tout ça est centralisé à Memphis. Alors c'est quand même une histoire extraordinaire et vous êtes devenu le spécialiste de Louis le Prince. En fait, vous devenez le Sherlock Holmes de l'affaire le Prince. La première partie de l'ouvrage réalisé par Jacques Fend retrace toute la généalogie de Louis le Prince. C'est une famille aisée, reconnue dans le milieu industriel et culturel. La nombreuse correspondance entre Louis et sa femme Lizzie permet de reconstituer une partie des faits jusqu'à la disparition de Louis le Prince dans la journée du mardi 16 septembre 1890. Écoutez. Extrait d'un courrier de Louis le Prince de son atelier de Woodhouse Lane qui se trouve à Leeds, centre-ville. Il écrit là à son épouse qui est alors à New York. Ils sont loin l'un de l'autre. Voici ce qu'il nous dit le 19 mars 1890. Il me faudra encore 10 ou 14 jours pour terminer la machine nouvelle. Il s'agit là encore que de son projecteur à 3 objectifs. Chaque changement dans une partie vous amène toujours à en faire autant dans les autres. Ceci est absolument mon dernier essai. J'espère qu'il répondra entièrement à ce que je désire. Jusqu'ici, cela travaille presque aussi aisément qu'une machine à coudre triple. Éventuellement, j'ai rajouté le poids des images animées et elles se déplaceront comparativement doucement, étant sur le bord et ne demanderont pas beaucoup de force pour se déplacer. Le mouvement est continu. Alors Jacques, il y a eu une grande complicité entre la femme de Louis le Prince, Lizzie, et ils correspondent régulièrement. Oui, effectivement, il faut rappeler qu'à ce moment-là, dans leur vie, c'est pas simple parce que le prince avait le rêve américain et donc avec sa famille, il s'installe à New York, à Manhattan. Et à un moment donné, ses travaux ne lui donnent pas entière satisfaction et on le voit dans cette lettre, c'est assez confus. Si on essaie de comprendre le sens de la lettre, c'est pas évident. Et à ce moment-là, il dit à sa femme, écoute, je vais retourner pendant un certain temps à Leeds, j'irai voir ton père qui est malade en même temps, je verrai ton frère et tout, je leur donnerai des nouvelles, et j'irai dans mon atelier et je vais travailler tranquille pendant un petit moment. À cette même époque, en 1887, il retourne donc à Leeds, mais en même temps, comme la Grande-Bretagne n'est pas loin de la France, il a encore un pied-à-terre à Paris où vit sa maman. Et Madame le Prince va décéder à ce moment-là. Donc, il est présent, il prend le train, il va à Paris, il remplit les papiers, il fait les papiers chez le notaire, il retourne en Grande-Bretagne pour s'occuper des brevets anglais, etc. Ça veut dire qu'il a déposé plusieurs brevets dans plusieurs pays. Il a déposé plusieurs brevets, il bouge pas mal, et donc étant éloigné de sa femme, ils s'écrivent beaucoup. De lui et de sa femme émanent de nombreuses lettres. Il écrit presque tous les jours. Est-ce qu'on peut dire que cette correspondance permet d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui s'est passé dans cette fameuse disparition? Est-ce qu'on peut supposer qu'il y avait la guerre des brevets, qu'il y avait l'espionnage industriel aussi?
À cette époque-là, c'est quelque chose qui existe, oui. Et j'ai des lettres du beau-père de Le Prince qui le prouvent, puisqu'ils lui disent de se montrer très prudent et très discret. Il se méfie de beaucoup de gens jusqu'à ce que ça en devienne d'ailleurs une phobie. Mais la guerre des brevets ne va exister entre Edison et d'autres producteurs qu'à partir de 1902, donc un peu plus tard. Ouais. Par contre, il faut quand même me rappeler que Edison, vers fin des années 1890, est le seul au monde à être sur la ligne de départ, avec le même but. Et Edison est quelqu'un de très, très ambitieux. Et qui a peut-être davantage de moyens que Louis le Prince. Il a des moyens infinis. Alors, plusieurs ouvrages existent sur le mystère Le Prince. Fin août 2013, vous avez été contacté par le producteur et comédien David Wilkinson de Leeds et par son scénariste Irfan Shah pour la réalisation d'un documentaire sur Le Prince. Ils sont arrivés jusque chez vous. Et c'est un film qui va être projeté en avant-première le 1er juillet 2015 à Leeds. Exactement, oui. Ces gens m'ont contacté il y a un peu plus d'1 an, et, pour des tas de raisons. Et ils souhaitaient que je paraisse dans leur film, avec une interview sur les origines du cinéma, etc. Et ils sont venus chez moi un jour. Ils se sont mis en route le matin, ils m'ont dit « Jacques, on est là dans la journée ». Et ils ont fait les 800 km d'un coup en voiture. Dans une lettre, il explique qu'il a tourné 32 images par seconde. Plusieurs personnes dans le monde avançaient dans la même direction. En 1889, ils étaient nombreux sur ce marché. Je m'approche du but, de jour en jour, et maintenant, je ne le quitterai pas avant de l'avoir atteint. Donc en fait, il y a un véritable réseau qui s'est constitué autour de Louis le Prince. Il y a un réseau, je dirais, de connaisseurs. C'est comme dans tous les domaines. Vous avez toujours dans le monde plusieurs personnes qui se passionnent pour quelque chose et ils arrivent à se retrouver un jour et à s'entraider. Qu'est-ce qu'on peut donner comme version la plus plausible de cette disparition? Le fratricide? Je ne vois pas pourquoi il y aurait un meurtre fratricide. D'abord, pour en arriver là, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et il faut qu'il y ait une raison très très grave. Mais le plus pauvre des deux, devrais-je dire, c'est quand même Louis le Prince. Il avait des difficultés d'argent? Il a eu des difficultés financières assez souvent, mais à une époque où il vivait encore en Angleterre avec sa belle famille, puisque avec eux, qui étaient des gros industriels, il avait investi dans des affaires qui finalement sont avérées assez foireuses. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, cette énigme sera résolue de Louis le Prince? Est-ce qu'on réussira à le réhabiliter en tant que fondateur ou précurseur du cinéma? Oui, je crois qu'on y arrivera, puisque déjà, si vous qui êtes habitué d'Internet, vous tapez Le Prince sur Internet, vous allez sur Wikipédia et vous verrez tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de choses. Et vous avez Wikipédia également en anglais, en allemand, en américain, et vous verrez des choses qui deviennent possibles. Merci Jacques Fenn d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour en savoir davantage sur Louis le Prince, vous pouvez consulter les travaux de Jacques Fenn à la médiathèque de Sarreguemines. Un documentaire a été réalisé en 1989 par Christopher Rowlands de Missing Reel. Je vous recommande aussi de lire 2 excellents romans sur le sujet, Le Miroir des Ombres de Brigitte Aubert et L'énigme Le Prince de Béatrice Nicomède. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt entre les lignes. Pour sortir en famille ce dimanche, le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim organise un atelier fouille pour s'essayer au métier d'archéologue. L'atelier aura lieu de 14h à 16h30 et pour les enfants à partir de 7 ans. Profitez bien de votre journée, à très bientôt.